Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 41. Voldemort atterrit apparemment au milieu de nulle part, sur un terrain plat et verdoyant, où il se met à lancer des sorts dans toutes les directions, tout en dressant un bouclier de protection. Il regarde soigneusement autour de lui, prenant en compte chaque détail. Le paysage est vaste, vide et inconnu. Néanmoins, à en juger par la douceur du climat à cette époque de l'année, il en déduit que l'endroit est situé plus au sud qu'au nord. Le porte-loin qui lui a été jeté se détache tout seul de sa robe et tombe au sol pour finir par brûler en cendres, le laissant sans aucun moyen de fuite. Le mur de feu qu'il a envoyé tout à l'heure vient de heurter un mur de lumière et de magie à 100 mètres de lui, absorbant ses sorts et laissant au sol des runes bleutées et brillantes en forme de cercle. En dehors des étoiles au-dessus de lui, la seule source de lumière provient d'un ciel nocturne, sans nuages. Un espace confiné et relié à la Terre. Excessivement difficile à contourner, mais pas impossible pour quelqu'un comme lui. Voilà une bonne nouvelle. La seule nouvelle de la journée. Un instant plus tard, Potter fait son apparition à quelques mètres, engoncé dans une tenue de combat complète et en possession d'une aura qu'il ne lui aurait jamais soupçonnée. À cet égard, il doute que ses sens le trompent. Il semble en fait qu'il ait encore sous-estimé le garçon. Ce qu'il n'a pas sous-estimé en revanche, c'est sa stupidité abyssale vu qu'il est venu seul. Pauvre fou, ton arrogance de Gryffondor sera ta chute. Voldemort sourit et lève sa baguette, attendant que le morveux lui explique pourquoi il a mis en place cette petite arène de combat si loin de l'aide potentielle de ses amis et alliés. Potter doit vraiment être stupide de vouloir tenter de le faire tomber par lui-même. Le pouvoir brut n'est pas tout, même si celui de Potter s'avère plus fort que le sien. À la place de l'explication, il reçoit une volée de sorts. Très bien. Potter n'est visiblement pas du genre à parler. Il le regrettera avant la fin. Voldemort évite ceux qui traversent son bouclier détruit, puis riposte avec une onde de choc pour déstabiliser son adversaire, suivi d'un autre mur de feu. Il espère obtenir une minute pour élaborer, en une seule fois, un ensemble compliqué de sorts offensifs qui ne pourront être ni esquivés ni totalement dissipés. Pour faire court, l'une de ses aptitudes les plus poussées, celle qu'il réservait pour une occasion particulière puisque jusque-là, la plupart de ses ennemis étaient trop faibles pour tenir face à lui plus de 30 minutes. Il est tellement concentré qu'il n'entend pas le pop à peine audible du transplanage et qu'il se retrouve la cible par derrière d'un confringo, qu'il sent venir sur lui une seconde trop tard pour pouvoir réagir correctement. Alors qu'il tombe au sol, sa baguette est arrachée de sa main par un Expelliarmus et il est projeté par terre à 10 mètres de sa position initiale. Avant qu'il ne puisse commencer à appréhender ce qui se passe, et surtout comment un transplanage a pu être possible avec des protections de confinement autour d'eux, plusieurs stupéfixes puissants le plongent dans l'inconscience. Draco Malfoy se tient devant une paroi rocheuse couverte de mousse. Un sentiment d'incertitude et de malaise tenace l'envahit et malgré ses efforts, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il est face à l'une des nombreuses entrées secrètes du manoir Malfoy. Bien que tout le monde sache que le temps est précieux, ni Severus ni Lupin derrière lui ne lui disent de s'activer.
Il prend une grande inspiration et avec sa baguette appuie à un endroit précis, prononçant le mot de passe, connu seulement des Malfoy. Une fissure profonde apparaît, s'élargissant juste assez pour laisser passer un homme adulte, mais pas trop épais. Draco allume sa baguette et pénètre à l'intérieur avec ses compagnons silencieux, après quoi l'entrée se referme d'elle-même. Le couloir grossièrement taillé les conduit à une pièce inutilisée et peu importante de l'aile ouest. L'accès le plus proche de la partie la plus fréquentée du manoir, à l'exception du bureau de son père et des chambres réservées à la famille. Il ne devrait pas se sentir coupable, car, après tout, son père n'hésiterait pas à lui lancer l'Avada Kedavra à vue. Lui, en revanche, a été clair dès le début. Il n'engagera pas de combat contre son père, sauf pour se défendre. Ce qui explique la présence de Lupin. Il est là pour donner un coup de main à Severus, en l'occurrence un coup de baguette, parce que Draco est un idiot bien trop sentimental pour se salir les mains. Il grimace et hâte le pas. Le plus tôt ils auront fini, mieux ce sera. D'ailleurs, il refuse de trop penser à la mission. Tous les mange-morts accompagnant le Seigneur des Ténèbres ce soir ont été tués, plutôt rapidement et de façon peu spectaculaire, y compris sa psychopathe psychotique de tante. Seul Lucius Malfoy a réussi à s'échapper. Le dernier mange-mort loyal du cercle intérieur, le dernier des plus dangereux du camp des ténèbres, puisque le 2e et le 3e cercle étaient constitués de plus de muscles que de cervelle et de pouvoir. Et ça n'a pas été très difficile de deviner où il s'est enfui. À peu près une demi-heure plus tard, Draco ouvre une autre porte bien sécurisée qui révèle un petit bureau peu meublé. Les 2 hommes plus âgés montent avec une précaution extrême l'escalier qui mène au 3e étage, là où le pointe-moi a indiqué que Lucius se trouvait, laissant Draco à proximité du tunnel derrière eux. Incapable de rester là, à attendre, il les suit quelques minutes plus tard. Dans la chambre du maître, il est accueilli par une vision qu'il n'attendait pas. Sur l'énorme lit luxueux, appuyé contre ses oreillers, gît son père, encore vêtu de sa robe de mange-mort, sale et déchirée. Sa peau a une couleur grise et pâteuse, le genre de teinte associée à la mort. Il tient dans sa main rigide une fiole, vraisemblablement du poison. Severus lance un sortilège de diagnostic au-dessus du corps pendant que Lupin assure ses arrières. « Tu penses vraiment que c'est lui ?» demande Lupin, avec un peu de doute dans la voix. En guise de réponse, Severus renifle de dédain et, après que le choc initial soit passé, Draco ne peut qu'être d'accord. Jamais de la vie. Je parie que pour du polynectar combiné à un sortilège de dissipation et un charme de dissimulation, probablement crédible pour les imbéciles du ministère. Severus se recule et leur fait face. D'ici à ce que cela passe, toutes les pistes seront froides depuis longtemps. Frappé par une soudaine vision, Draco se précipite hors de la pièce et dans les escaliers. « Venez, allons jeter un œil dans le bureau. Si nous sommes chanceux, nous pouvons encore l'attraper. » Il se trouve qu'il a raison. L'un des portes au loin à destination de leur résidence de vacances en Italie est aussi un faux. Alors il en prend un autre, qu'il tend aux 2 hommes pour qu'ils s'en saisissent. Serrant sa prise sur sa baguette, il l'active, les envoyant à l'entrée de la villa à Rimini. La dernière chose qu'il voit avant que l'enfer se déchaîne, c'est le visage de son père, figé et les yeux écarquillés de surprise. Voldemort revient enfin à lui. Sa vision est floue, son corps douloureux, sans compter qu'il a une migraine infernale. La première tentative pour bouger lui révèle qu'il est magiquement restreint, ce qui provoque en lui une poussée d'adrénaline suffisante à le réveiller dans la seconde. Il semble avoir été placé au milieu d'une sorte de mise en scène rituelle. En y regardant de plus près,
Il identifie certaines parties comme appartenant à des rites censés influencer les capacités mentales. Potter est tout prêt, tellement occupé avec ses préparatifs qu'il ne lui prête pas attention. Il décide alors de tester les entraves aussi discrètement que possible. Il est certain de pouvoir les briser tôt ou tard. Malheureusement, il ne dispose pas d'assez de temps, étant donné que Potter est déjà en train de l'observer, le gratifiant d'un sourire et d'une pause dans sa tâche. Quelle que soit la signification de tout ceci, cela ne peut être bon pour lui. Il doit manœuvrer avec Potter, par tous les moyens à sa disposition. La seule option valable pour lui, c'est de parler. Toutefois, qu'est-ce que tu fais est une question parfaitement stupide à poser, puisque ce que le morveux est en train de faire est évident. Il se décide à commencer avec quelque chose qui l'a vraiment dérouté. Comment as-tu été capable de transplaner à l'intérieur des protections de confinement? Potter lui sourit, comme un idiot. La magie. Voldemort cligne des yeux, perturbé à un point inimaginable. Si ça, c'est être saint d'esprit, alors lui, il est Sainte Mangouste en personne. Le sourire de Potter s'élargit encore. Eh bien, puisque vous voulez tellement savoir, il revient à son rituel, mais continue de parler. C'est dû au sacrifice de ma mère. Elle a probablement invoqué les pouvoirs de Dana pour l'aider à me protéger. Et comme vous devez le savoir, Dana est la mère, la terre elle-même. Est-ce que ça percute? Il claque des doigts au visage de Voldemort, l'ennuyant au-delà de la raison. Des protections liées à la terre? Très en colère, Voldemort grince des dents, jusqu'au moment où il se rappelle que c'est lui qui est censé distraire Potter, pas l'inverse. Encore une fois, il focalise son esprit et sa magie pour désactiver les liens. J'y suis presque. Juste encore un peu. Potter vient de terminer ce qu'il faisait, et il se redresse en brandissant sa baguette dans sa direction. C'est un geste qui fait tellement cliché qu'il ne peut s'empêcher de pouffer en se moquant. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire, gamin? Essayer de me tuer? Et avec quoi, puis-je savoir, l'amour? Il rit un peu plus longtemps en se remémorant le vieil homme et sa philosophie idiote. Tu ne peux pas me tuer, morveux. Personne ne le peut, même si tu détruis ce corps ce soir. Je reviendrai encore avant la fin de la semaine. Pourtant, le sourire de Potter ne diminue pas. On est sûr de son immortalité, n'est-ce pas? Si confiant, juste comme ses vieux copains les détraqueurs, hein? Midon le plus jeune. Tellement persuadé que personne n'est au courant de ce que l'on a fait pour y parvenir. N'est-ce pas? Voldemort pâlit de terreur. Impossible! Personne ne sait! Personne! Je m'en suis assuré! Comme s'il lisait dans ses pensées, Potter rigole et secoue la tête. Typique! Tellement focalisé sur une seule chose qu'il est inapte à envisager autre chose. Dumbledore était comme ça aussi, vous savez. Le regard émeraude incandescent qui le cloue à terre est empli d'un amusement insolent. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu les connaissances nécessaires pour tuer les détraqueurs, n'est-ce pas? Voldemort n'ose même pas respirer. J'ai fait la seule chose à laquelle personne n'avait jamais pensé avant, bien sûr. Potter marque une pause pour faire son effet et se penche légèrement en avant. J'ai simplement demandé. Voldemort le regarde avec une expression d'incrédulité totale. Le sourire de Potter est l'incarnation de la suffisance. Bon, demander est en fait un peu exagéré. En un clin d'œil, son visage se transforme en un masque hideux. J'ai volé cette information dans leur esprit. Les yeux de Voldemort s'écarquillent de panique lorsqu'il comprend et il dresse ses boucliers de clémencie. Du moins, il essaye. Les bougies du rituel prennent vie d'un coup de la baguette de Potter, affaiblissant la maîtrise de ses défenses mentales. L'instant d'après,
Son monde explose de douleur lorsque son esprit est envahi par le garçon. Il rassemble ses pouvoirs éparpillés et se jette dans la bataille. Oser le défier sur son propre terrain? Ce foutu morveux va regretter le jour où il est né. Au petit matin, les premiers rayons du soleil glissent sur les sommets de la forêt. La grotte de Greyback se situe quelque part devant eux, d'après ce que leurs agents leur ont rapporté. Hermione ne sait pas si elle doit espérer que ce soit le cas ou non. Personne ne peut dire ce qui les attend là-bas. Elle regarde autour d'elle le visage de ses camarades. Ils tiennent grâce à la potion pour rester éveillés, et depuis peu, grâce à l'adrénaline. Souhaitant sûrement être dans le fond de leur lit, à des kilomètres d'ici. Mais ceci doit être fait, et fait maintenant. Bill est le responsable de l'opération, vu que ni Severus ni Remus n'ont été jugés adéquats à cause de leur implication personnelle. Les deux hommes ont bien entendu protester, mais Hermione s'est rangée à la décision d'Harry. Ils ont besoin de quelqu'un avec du sang-froid et du caractère, faute de quoi les choses pourraient virer au tragique d'un instant à l'autre. Ils sont 30 et chacun d'entre eux est un duelliste de haut niveau. Et à l'exception de quelques élèves adultes de Poudlard, comme elle-même, plutôt expérimentés en combat, pour Harry, il n'est pas question de prendre des risques avec celui-là. Et c'est compréhensible. En toute autre circonstance, Hermione aurait été indignée par l'endroit. Elle avance avec précaution, faisant attention au sol inégal. Elle a la responsabilité d'assurer les arrières de Tonks et n'arrive pas à s'en plaindre. L'attaque vient si vite que la seule chose qu'elle a le temps de voir est une douzaine de formes floues qui surgissent, se débroussaillent et heurtent les boucliers érigés à la hâte par la première ligne d'hommes et de femmes. Autour d'elle, les sorts explosent comme un feu d'artifice, ce qui la sort de sa stupeur. Elle se met en action, plus guidée par l'instinct que par toute autre chose. C'était moins une. Elle a presque perdu de vue sa partenaire et doit courir pour rejoindre Tonks, déviant au passage un sortilège avec un protégo bien placé. Les loups-garous de la meute de Greyback se battent comme des animaux, n'utilisant guère leurs baguettes. Greyback lui-même n'en porte pas. Cependant, les combattants du Nouvel Ordre ont reçu l'ordre de recourir à la force létale, ce qui, dans la majorité des cas, signifie un rapide Avada Kedavra, abattant les créatures lupines comme des mouches. La bataille s'achève aussi rapidement qu'elle avait commencé. Hermione se contente de rester debout, sous le choc, à regarder les corps morts ennemis et ceux ensanglantés et gémissants de leurs troupes. Bill tient son bras gauche déchiqueté contre sa poitrine et donne des ordres afin que les blessés les plus graves soient transportés immédiatement à Sainte-Mangouste. « Tous les autres, avec moi, maintenant! Nous devons sécuriser la grotte avant de pouvoir partir. » De nouveau poussée à agir, Hermione le suit comme une automate, encore trop à l'ouest pour penser avec cohérence. L'entrée sombre dans la roche est juste au-dessus d'eux. Ils allument leurs baguettes avant d'entrer avec précaution. La grotte est assez spacieuse et profonde. Des ordures et toutes sortes de choses jonchent le sol et les murs. Mis à part ça, l'endroit semble vide. Bill se tourne et ouvre la bouche, probablement pour congédier tout le monde, lorsqu'un glapissement se fait entendre derrière lui. Tournoyant sur lui-même, il pointe sa baguette dans la direction. La lumière du bout de bois tombe alors sur 3 paires d'yeux, terrifiés, qui les regardent, leurs petits visages tremblants. Harry ressort de l'esprit de Voldemort et tombe à genoux en vomissant partout. Ce qu'il a vu est trop, même pour le plus endurci des hommes. Alors pensez donc, pour quelqu'un de jeune et, malgré tout, encore inexpérimenté. Après que la nausée soit passée, il lance un charme de nettoyage car, au-delà du vomi et de la sueur, il se sent sali jusqu'aux entrailles. Lorsqu'il a terminé,
Il lâche une longue respiration et jette un œil au corps inconscient devant lui. Voldemort est toujours dans les vapes et le restera encore un moment. Juste assez pour qu'il décide de la suite à donner, puisque ce qu'il a trouvé ne correspond pas à ce qu'il s'attendait à voir. Non, pas du tout. Qui penserait que ce salopard est allé jusqu'à faire un deal avec Soucellos, le dieu de la vie et de la mort, lui-même, pour assurer son immortalité. Plus précisément, une immortalité valable le temps de sa vie naturelle. Apparemment, il n'existe pas de vraie immortalité, du moins pour les humains. Le prix à payer, en revanche. Harry frissonne. Merlin, comment quelqu'un peut-il faire ça? Comment a-t-il pu? Il arrête ses pensées délibérément. Ça le rend malade et sale, rien que d'y penser. Pourtant, la question reste, que faire de lui maintenant? En dépit de tous ses pouvoirs, Harry ne possède rien qui puisse aller à l'encontre des dieux. Voldemort gémit et s'agite doucement. Harry lâche un soupir et lui lance un stupéfixe. Puis il enlève les protections de confinement. « Winky !» L'elfe apparaît, dans un pop juste en face de lui. « Vous avez appelé, maître Harry ?» ?»« Oui, s'il te plaît. Va dans le laboratoire de Severus et rapporte-moi un filtre de mort vivante. »« Bien sûr, maître Harry. » Elle disparaît et réapparaît presque aussitôt en tenant une petite fiole. « Merci, ce sera tout. » Elle s'incline et s'en va pratiquement sans faire de bruit. Harry lance un Rénervat et, d'un mot, conjure la potion directement dans l'estomac de Voldemort, au moment où il ouvre les yeux. Ceux-ci se referment et une fausse rigidité cadavérique s'installe. Harry soupire temporairement de soulagement. La solution définitive attendra. La nuit a été longue et épuisante. La question suivante est de savoir où il le met en attendant. Il a rapidement sa réponse. Le seul endroit suffisamment sûr est forcément les cellules des cachots du 12 Square Grimmauld. Il saisit le corps et sourit, anticipant la réaction de Madame Black lorsqu'elle le verra s'amener avec son précieux seigneur des ténèbres jeté sur ses épaules, comme un vulgaire sac de pommes de terre. L'instant d'après, ils sont partis. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.